Haïti, après la dévastation, la menace de choléra, l'épidémie se relance à la faveur des inondations qui ont touché de nombreuses communes du sud-ouest de l'île. Le reportage saisissant des envoyés spéciaux d'ATV. Et le lambier est placé sous haute surveillance. Le mollusque, tant apprécié, est traqué, mais les autorités veillent. Comment les pêcheurs parviennent-ils à s'en sortir en pêchant le lambi? Le reportage d'ATV Guadeloupe dans un instant. La science est belle et utile, c'est ce qu'ont démontré les lycéens des filières scientifiques. Ils étaient invités à présenter leur savoir-faire aux grandes pointures de la science aujourd'hui. Ils se sont intéressés aux sargasses, les explications dans ce journal. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Ils étaient une centaine de lycéens à échanger avec l'éminent généticien Axel Kahn cet après-midi dans l'amphithéâtre Méro du campus de Fouillol. Une rencontre organisée dans le cadre de la Semaine des sciences. Elle a été également l'occasion pour les jeunes scientifiques de montrer leur savoir. Ils ont ainsi exposé leur projet de revalorisation des sargasses aux plus grandes pointures de la science. Reportage Isabelle Amou, Karen Diamin. De véritables scientifiques ont présenté leur projet sur la prévention des sargasses sur le littoral à de grandes pointures de la science. Un travail de longue haleine, coordonné par ce club de lycéens soucieux de l'impact des algues sargasses sur le tourisme. On a commencé depuis l'année scolaire précédente. Donc, les sargasses avaient beaucoup impacté les côtes de la Guadeloupe, sachant qu'on est une île touristique, donc beaucoup de plages ont été impactées et donc ça a fait un petit peu chuter le tourisme et donc l'impact économique s'est ressenti. On a analysé les courants des océans et donc on a vu que les sargasses suivaient le même chemin, donc elles arrivaient toutes du même endroit et donc on regarde en fait aux alentours de la Guadeloupe donc pour prévoir justement l'arrivée des sargasses en sachant en fonction de certains rapports mathématiques et physiques la vitesse de dérivation de ces sargasses et donc leur arrivée potentielle sur certaines côtes. Le club Sentinelle en télédétection du lycée de Port-Louis a 1 an d'existence et a pour vocation de sensibiliser le public à l'environnement. Un engagement salué par le recteur. C'est quelque chose qui est relativement remarquable parce qu'à partir du moment où des élèves sont sensibilisés à des problématiques qui concernent leur territoire, et c'est que la problématique des sargasses c'est une problématique qui est assez prégnante sur le territoire guadeloupéen, c'est quelque chose de très enthousiasmant puisque ça permet aussi à ces jeunes de réfléchir à des solutions adaptées et aussi d'être les ambassadeurs de cette culture scientifique nécessaire pour mieux comprendre les phénomènes et pour pouvoir les enrayer. Pour pérenniser leur projet, les lycéens du club Sentinelle ont mis en place un partenariat avec des entreprises pour valoriser l'utilisation des algues sargasses. Autre projet qui concerne cette fois l'intégration des jeunes, le dispositif Douvant, financé par la région et le fonds européen nommé IEJ. Ce projet prévoit d'accompagner 120 jeunes à travers un parcours personnalisé afin de favoriser leur insertion professionnelle. La stratégie est expliquée ce matin au siège du CRIJ à Pointe-à-Pitre dans le cadre d'une conférence de presse. Les détails avec Karen Diamin. En Guadeloupe, le chômage touche plus de la moitié des 15-24 ans en raison de niveaux de diplôme peu élevés. Un constat qui a poussé le CRIJ à lancer le dispositif opérationnel unifié et valorisant par des actions novatrices. C'est donner tous les outils qu'il faut aux jeunes qui sont dans une démarche d'insertion. Donc ils ont un choix entre 4 parcours. C'est l'emploi, la formation par alternance et la création d'activités. Donc ces jeunes-là vont travailler avec nous, avec des professionnels pendant une durée de 4 mois où ils vont obtenir tous les rouages, si on veut, des dispositifs d'insertion, de formation, de création d'activités qui existent sur le territoire et au-delà, parce que nous avons aussi une grande partie sur la mobilité. Donc ça permettra aux jeunes d'être mieux armés dans leur démarche d'insertion pour mieux appréhender leur avenir. Alors ce qu'on vous a dit là, est-ce que ça vous parle? Ouais, ça me parle. Oui, ça parle un peu. Vous pensez vous inscrire à l'un des parcours qu'on a cité tout à l'heure? Celui-là, donc je pense que c'est celui-là. Sinon, je serais pas. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour les 16-25 ans, mais malheureusement, les jeunes ne se sentent pas forcément concernés. Celui-là, ce qui est extraordinaire dans celui-là, c'est que le jeune aura vraiment un accompagnement pratiquement au quotidien avec des professionnels, des psychologues, des animateurs multimédia, des professionnels de techniques de recherche d'emploi où ils pourront vraiment être à l'aise au sein de ces ateliers avec des personnes qui sont compétentes pour les accompagner.
Parmi ces nombreux professionnels, le centre de formation IUFP, qui a souhaité participer à ce nouveau dispositif. Nous sommes dans un monde en pleine évolution et toutes les nouvelles technologies sont importantes pour pouvoir faciliter l'insertion de ces jeunes. Donc on va travailler sur tout ce qui est multimédia, mais aussi l'utilisation, bien utiliser Internet, ainsi que les différents logiciels pour, par exemple, savoir faire un budget, gérer un petit peu leur quotidien, faire leur recherche d'emploi également. Selon une étude de l'INSEE, en 2015, le chômage en Guadeloupe s'était stabilisé. Et sur un total de 64 930 chômeurs, les 15-24 ans étaient 7 540. Et il n'est pas toujours facile pour un jeune de trouver un employeur qui accepte de signer des contrats d'apprentissage. Pour aider tous ceux qui désirent passer par cette voie, la Pédaga organise aujourd'hui un forum Cap sur l'apprentissage au hall Paul Chanchon de Pointe-à-Pitre. Reportage Isabelle Hameau, Karen Diam. Affluence particulière aujourd'hui à ce job dating. En vogue et convivial pour un entretien d'embauche. Regroupés en réseau, la Pédaga a recherché des recruteurs spécifiques dans différents domaines. Ils ont voulu relever un challenge. L'avantage de ce type de job dating, c'est que le jeune tout de suite il va recevoir une information concrète, il saura s'il est apte ou pas. S'il n'est pas apte, la Pédaga le prendra en charge dans une suite et un process de remise à niveau, remise en tension pour être postulable demain. S'il est bon aujourd'hui, le chef d'entreprise va lui signer son contrat de travail tout de suite, qui est un contrat d'apprentissage, mais c'est un contrat de travail avec tout ce que ça impose, des règles et des devoirs. Mike a 23 ans et souhaite intégrer une entreprise de restauration. Comme lui, nombreux ont tenté leur chance. Le candidat avait 7 minutes pour convaincre les chasseurs de tête. Pourquoi vous avez choisi la cuisine? Par rapport, j'ai fait des stages en cuisine, différents ateliers en cuisine. D'accord. Vous avez déjà travaillé dans la restauration? Des stages. Des stages, d'accord. Un entretien crucial qui permettrait à ce jeune d'intégrer une entreprise pour sa formation en alternance. Et parmi les critères de sélection, un est particulièrement important. La ponctualité en restauration, et comme partout je pense, c'est primordial. D'accord, donc être là 15 minutes avant, on recherche des jeunes motivés, des jeunes dynamiques, souriants, qui cherchent à apprendre le métier, mais aussi à l'aimer. Après une dizaine d'entretiens, les recruteurs ont repéré quelques potentiels. Alors, en ce qui me concerne, moi, il y a eu peut-être 4 jeunes qui m'ont plu, parce que la plupart, ils viennent, mais c'est plutôt le véhicule, ils ne sont pas véhiculés, n'ont pas de permis, etc. Et nous, on est dans la restauration. On travaille midi et soir. La ponctualité, c'est primordial. Donc voilà. Après, beaucoup de jeunes timides aussi, qui n'osent pas parler, qui n'arrivent pas à parler. Le manque d'assurance, un gros bémol dans le domaine de la restauration. Et pour intégrer cette entreprise, le candidat doit être polyvalent. Le fonctionnement, il est différent. Ce n'est pas comme un restaurant traditionnel où on sert à l'assiette. On prépare nos buffets et puis après le service, il prend place. Pour les entreprises, le job dating est beaucoup plus attractif et porteur de résultats en termes d'embauche. Grâce à ces recrutements, cette société de restauration a déjà intégré à son staff des étudiants apprentis. Et avec près de 56% de taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans, les organismes spécialisés dans la recherche d'emploi multiplient les actions pour tenter d'apporter des réponses aux jeunes Guadeloupéens. Les collectivités aussi s'y mettent, c'est le cas de la ville de Sainte-Rose. Elle organise demain, en partenariat avec le CRIJ, le Centre régional Information Jeunesse Guadeloupéenne, un village de l'orientation et des métiers. Plus de 700 lycéens et collégiens sont attendus. Katia Lafarge, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de nous avoir invités. Alors, vous êtes chargé d'orchestrer cette manifestation qui aura lieu demain sur la place de la Verdure de Sainte-Rose, de 9h à 13h. C'est la première fois que la ville de Sainte-Rose met en place ce type de manifestation. Expliquez-nous les raisons qui vous ont poussé justement à la mettre en place. Alors, les raisons sont multiples. Je dois dire que ce village de l'orientation et des métiers, c'est le fruit d'une vraie volonté politique, il faut le dire, de l'exécutif en place, d'accompagner les jeunes Sainte-Rosiens, mais aussi les moins jeunes, tout demandeurs d'emploi, dans une dynamique de proximité. Donc, fort de ce constat, et avec les partenaires parties prenantes du secteur, il a été décidé de mettre en place ce village de l'orientation et des métiers pour permettre justement
aux jeunes, aux moins jeunes, aux lycéens, aux collégiens, d'avoir une première réponse des champs possibles en matière d'insertion, de se documenter, de s'informer et de rentrer véritablement dans cette dynamique d'insertion socio-professionnelle. Alors vous avez souhaité rassembler sur un même site de nombreux acteurs de l'emploi et de l'insertion. Ils seront 41 au total. Quels sont les principaux organismes qui seront présents? Alors évidemment, on ne va pas tous les citer. Mais il faut quand même noter des partenaires avec qui on a la coutume de travailler dans le cadre du travail qu'on fait auprès de la municipalité de Sainte-Rose. On aura le RSMA qui va venir nous accompagner parce que le RSMA recrute quotidiennement en Guadeloupe. On a Pôle emploi qui va venir avec des offres d'emploi, des offres au niveau de l'apprentissage. On a la mission locale qui est un partenaire privilégié parce que dans le cadre du suivi qu'on fait autour de l'insertion des personnes demandeurs d'emploi de Sainte-Rose, on a une convention avec la mission locale. Donc la mission locale sera présente. On aura le Cyberbus qui est un instrument intéressant puisque là aussi, le Cyberbus va nous accompagner via des professionnels à mettre en place, à accompagner les jeunes dans le cadre de la mise en place de leur outil d'insertion. Je parle des CV, des lettres de motivation, apprendre à faire un entretien d'ébauche. Ce sont là des outils qui sont indispensables quand on est dans une dynamique de recherche d'emploi et qui ne sont pas forcément innés pour les néophytes, pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de l'insertion. Et parmi les freins à l'embauche, on retrouve le style vestimentaire qui rebute certains recruteurs. Et sur ce point, vous insistez, vous avez l'intention en tout cas de transmettre certaines clés aux futurs. C'est très important puisque là aussi, il y a une vraie volonté municipale d'axer l'accompagnement, j'ai envie de dire, de niveau global, puisqu'on sait que suivre un demandeur d'emploi, ce n'est pas seulement les outils, c'est aussi avoir, bien évidemment, un comportement adapté au monde de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Et on sait que pour tout demandeur d'emploi, ce n'est pas évident de savoir se comporter, de s'habiller, de se valoriser, parce que ce sont là aussi quelques clés qui nous paraissaient indispensables d'apporter aux demandeurs d'emploi. Donc au niveau de ce village, il y aura un atelier de relooking. C'est important parce qu'on va pouvoir voir la progression, un demandeur d'emploi qui va partir d'un point A avec une tenue et on pourra voir le résultat final. Donc, atelier de relooking et aussi atelier bien-être. Ce sont là aussi différentes composantes qui nous permettent de dire et de penser via une vraie pratique au niveau de la collectivité de Sainte-Rose qu'il faut toutes ces actions-là pour accompagner véritablement les demandeurs d'emploi. Katia Lafage, les jeunes, vous les connaissez bien à la ville de Sainte-Rose. Votre service emploi et formation supervise 500 jeunes Sainte-Rosiens. Quel est leur profil ? Et dans quel état d'esprit sont-ils lorsqu'ils viennent vers vous? Alors, on va presque faire mentir une certaine connaissance des jeunes où on dit ils sont là, ils ne veulent pas travailler, etc. Beaucoup de jeunes viennent à nous. La difficulté, c'est qu'effectivement, pour la plupart de ceux qu'on reçoit, ils ont un petit niveau, c'est-à-dire des gens qui ont quitté l'école aux alentours de la 3e, voire un BEP ou un bac pro non acquis. Donc, ils ont une difficulté majeure à se positionner en termes d'emploi et d'insertion. Mais là aussi, on a des professionnels qui sont là pour les recevoir. On a ce qu'on appelle des conseillères en insertion professionnelle. Et justement, on va mettre à plat tout ça. On va faire des diagnostics, on va faire des bilans de compétences. On va les amener à avoir confiance en eux, à valoriser leur potentiel, parce qu'on a toujours une expérience professionnelle. Il y a quelque chose qu'on sait faire. Et fort de ce constat-là, on va les amener vers un mieux vivre ensemble via leur insertion professionnelle. Mais qui sont ces jeunes? Quel est leur profil? Alors, ils ont, en général, ils sont de Sainte-Rose, pour la plupart, parce que c'est sectorisé. Et c'est aussi de même dans les autres communes, puisque la mission locale se veut une entité qui s'est installée au niveau de toute la Guadeloupe. Mais ils ont plutôt un niveau infra 5, c'est-à-dire plutôt 3e, plutôt seconde, voire BEP non acquis. Voilà. Après, le marché du travail étant ce qu'il est, on a beaucoup de diplômés qui viennent à nous. On aurait préféré effectivement qu'ils soient dans une autre dynamique parce que diplômés, etc. Mais là aussi, on est bien obligé de constater qu'on a aussi des diplômés. Mais ce n'est pas la majorité des cas. C'est souvent des jeunes qui ont commencé à aller vers le système scolaire pour des questions d'orientation, pour des questions d'inadaptation peut-être au système actuel de l'école. Et bien, ils n'ont pas trouvé leur compte et ils viennent à nous. Et on est là justement pour les recevoir. Un service emploi et formation dans une mairie, c'est assez inhabituel. Alors c'est complètement innovant, je dois le dire. C'est vrai que ça ne se fait pas forcément ailleurs, mais c'est aussi une volonté politique de Mme Bazager d'axer ce service-là, parce que c'est vrai que quand une nouvelle municipalité arrive, tout demandeur d'emploi, toute personne, et c'est légitime dans ces difficultés d'exclusion sociale, se dit qu'il va pouvoir travailler au sein d'une collectivité. Et un diagnostic a été fait au niveau de l'exécutif de se dire qu'on ne peut pas donner du travail à tout le monde, hélas, on aimerait bien, mais on va avoir une obligation de moyens. Donc on va mettre un service qui va être là pour recevoir les gens, parce qu'ils peuvent venir et nous dire « Moi, Madame le maire, ce que je veux, c'est travailler dans l'espace vert ». Et on se rend compte qu'il a peut-être d'autres compétences, il est peut-être très bon en infographie ou ailleurs. Donc on va le recevoir, on va l'accompagner, et puis s'il
faut aller peut-être vers la mobilité, eh ben, on va travailler son projet de mobilité. On a des partenaires, hein. On a la mission locale, on a la Pôle emploi, on a la Chambre des métiers, on a la DOM et on va le recevoir dans une écoute globale attentive pour aller vers son insertion socio-professionnelle. Katia Lafage, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que ce village de l'orientation et de l'emploi, c'est demain. C'est demain, de 9h à 13h. Jeudi 13 octobre, de 9h à 13h, sur la place de la Merdure. Donc tout le monde sont les bienvenus, vraiment. Même les demandeurs d'emploi. Même tous demandeurs d'emploi, surtout les demandeurs d'emploi. Alors partons maintenant pour Haïti, où l'inquiétude grandit concernant la propagation du choléra. Dans certaines communes, comme à Jérémy, l'épidémie gagne du terrain et les habitants tentent de reconstruire leur maison peu à peu. Une situation difficile qui a été captée justement par nos correspondants sur place, Marie Tricot et Michelet François d'ATV. On regarde. Cette adolescente a le choléra. C'est son frère qui l'a ramenée à l'hôpital. La jeune fille refuse de se soigner. L'équipe médicale finit par la convaincre d'avaler un sérum. C'est lui-même au bali parce que les comptes c'est lui-même qui tout est j'aime micro blanc dans fait maintenant. Si mon n'a pas pensé au moral là pas bon pour lui. Beaucoup sont venus de leur plein gré, conscients que la déshydratation pouvait leur être fatale. Depuis vendredi soir, il m'a dit un vomissement. Je ne pas comprendre ce choléra et les pas qu'à camper. L'hôpital Saint-Antoine a dû ouvrir des salles supplémentaires pour accueillir les malades. Plus d'une 60aine de cas uniquement sur la commune de Jérémy. S'il vomit, côté le vomi en monde pilé, là pas attraper. Alors que si on passe comme ça, venir que il pas accepté pour être soigné, ça veut dire là que dans 2 jours on pense nous gagner aux environs 200. Sur les hauteurs, les habitants contemplent la mer sans savoir s'ils pourront boire aujourd'hui. La fontaine ne sert qu'à lessiver le linge et à se laver. Dans le quartier, plusieurs voisins ont déjà contracté le choléra. Pour les moins démunis, ces petits échantillons d'eau potable sont à vendre. Pas de distribution de nourriture, d'eau ou encore de matériel. Chacun fait avec ses maigres moyens et tous font jouer la solidarité. Les toits arrachés sont peu à peu remplacés par de la tôle neuve, la boue a presque disparu, mais il faudra des mois pour transformer ce paysage de désolation. Jérémy est l'une des communes les plus touchées par la tempête. Près de 8 bâtiments sur 10 ont été soufflés par l'ouragan Matthew. Ces habitants ne savent pas si demain ils auront accès à de la nourriture ou encore à de l'eau potable. Et pourtant, ils ont déjà commencé à reconstruire leur maison, persuadés d'une chose, c'est que s'ils ne le font pas très vite, ils risquent de perdre le très peu qu'il leur reste. Retour chez nous en Guadeloupe où le lambi très prisé fait l'objet d'une grande surveillance. La semaine dernière, 60 kilos de lambi ont été saisis dans des restaurants et des étals de notre archipel par les agents de la DIECT. Comment s'en sortent les pêcheurs? Le reportage de Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Nathalie Dinan. L'autorisation de pêcher le lambi est effective depuis le 1er octobre. Mais attention, le coquillage si prisé par nos papilles ne peut être pêché que dans certaines conditions. C'est une espèce protégée et encadrée par un arrêté dans lequel il est notifié la période de pêche, mais aussi qui a le droit de le pêcher. C'est-à-dire que quand nous regardons des filets spéciaux, il y aura que ça folle, il n'y a pas ni flot pour ne pas barrer tortille bidon comme ça. Et nous regardons dans la mer là, il a arrêté 2 jours. Et après ça, nous avons élevé. Mais il faut qu'on suive tâcher là. Comme nous avons interdit de plonger au-delà, c'est à partir de 25 mètres. Et certains gens qui sont professionnels qui plongent à 25 mètres pour prendre l'ambi. Donc, nous sommes obligés de poser filet. Comment on s'en sort professionnel, de poser filet, on peut pêcher l'ambi. Bon, pour voir l'ambi là, bon, l'ambi là a fait une sorte de forme de papillon. Et là, il n'a pas fait forme de papillon là, c'est-à-dire son cône. Donc, automatiquement, il faut pas pêcher. Et il y a l'eau, qu'on y a pêché, il y a l'eau petit cône. Et on va venir casser dans la nuit. Pas au l'eau ici, l'eau, c'est côté là ça. Comme si ça a sorti ouvert, ou quand on voit petit bon l'ambi là, peut-être au moins 3 boîtes l'ambi là. Ben, ça parle l'ambi. Auparavant, les gens de machin, il y a une période assez comme ça, l'ambi même tu arrives à 6 plages, les lames tu levé. Alors là, l'ambi là, il est plus profond, plus profond. C'est l'ambi là, ça veut sortir à plus de 40 mètres. Pour être capturé, ce fameux crustacé doit avoir une taille réglementaire et ne peut être vendu qu'à l'intérieur de sa conque. C'est les jagos, les ouais, ils formés, donc on va voir ça regarder. On va voir chapeau là bien large comme ça là, il est bon. Mais si tout petit, pas formé, pas bon. Voyez comme ça. Ouais, le chapeau est formé comme ça. Là, il est bon.
C'est-à-dire qu'avant, nous avons toutes sortes. Mais à l'effort, il y a qui c'est là qui est chapeau formé là. Vous avez tombé des braconniers? Non, pour jamais des braconniers. Puisque aller la marine tous les jours, aller la mer là, braconnier, ne peut pas faire rien. Une réglementation qui, pour certains, a contribué à la diminution du lambi, même si l'utilité de cet arrêté est reconnue. Le lambi n'a pas été interdit, il va être réglementé. C'est mon appartenu autant engouement à lambi. Allez là où on voit tous ces gens, tout restaurant, tout le monde est lambi. Ça a fait la une, c'est à cause des réglementations là. Donc, réglementation là, il y a un bon côté, mais il y a aussi un mauvais côté. Parce qu'à l'aide, tout le monde veut lambi. Avant, lambi n'a pas été réglementé, ça a passé qu'on l'en met si caille. Qu'il s'agisse de la pêche illégale du lambi ou de la détention illégale de ce coquillage, les contrevenants s'exposent à des amendes administratives et pénales pouvant aller jusqu'à 22 000 € et 6 mois d'emprisonnement. Au chapitre politique maintenant, dans une lettre ouverte, le député maire Éric Jalton s'insurge contre, je cite, les Guadeloupéens qui polluent, salissent, enlaidissent sans vergogne et sans état d'âme le territoire abymien. Il envisage de passer à une étape beaucoup plus dissuasive. C'est ce qu'a expliqué son 9e adjoint à Patrick Curie et à Moïse Dexter. On l'écoute. Partout où nous passons, effectivement, il y a des dépôts sauvages. Donc, partant de là, le maire s'est dit, nous allons maintenant sévir. Bien que nous sévissons dans le passé, mais ça s'est accentué, donc nous devons passer à l'action aujourd'hui. Passer à l'action, cela veut dire que déjà, il y a la prévention. La prévention, c'est des panneaux, d'accord, interdisant de jeter des encombrants. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Malgré les panneaux, les gens continuent à faire des incivilités. Donc aujourd'hui, il faut savoir aussi, depuis 2012, il y a 2 policiers, bien sûr. En premier lieu, il y a un qui a été affecté à l'environnement, détaché de la police, et renforcé en 2012 par un autre et un agent de la ville, pour éventuellement enlever les carcasses, d'accord? Il y a des carcasses enlevées. Donc passer un délai entre de 8 à 15 jours. Donc si la personne ne réagit pas, donc la ville passe à l'action. Nous enlevons ces carcasses. Il faut savoir que ça coûte très cher à quelqu'un qui abandonne une carcasse au niveau de la voie publique. C'est entre 500 € à 1500 €. Avec mon collègue Claudel Delumeau, nous allons placer aussi des caméras de surveillance. Donc, si ça ne marche pas comme vous dites, les caméras de surveillance, les caméras vont nous permettre effectivement de relever les plaques d'immatriculation, de relever effectivement les gens en action, d'accord? Et donc c'est là encore l'approfondissement de ce que nous allons pouvoir faire pour améliorer le cadre de vie des Abémiens. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Portrait d'un jeune Guadeloupéen qui en veut, Ludovic, devenu poissonnier. Et puis escale en Guyane pour la semaine du goût avec les tout-petits qui ont été initiés également à l'importance des saveurs, des fruits et des légumes. Mais avant, parlons de ce projet de loi qui pourrait mettre fin aux inégalités entre les départements d'outre-mer et l'Hexagone. Les députés ont approuvé hier à une large majorité le projet de loi sur l'égalité réelle. Un projet qui prévoit entre autres d'appliquer les mêmes prestations familiales pour les travailleurs indépendants et l'alignement progressif des taux et plafonds de ressources du complément familial. Que pensez-vous de cette loi? Linda Kayarsi vous a posé la question. C'est très bien, ils ont pris du temps pour la voter. Puisque entre la Guadeloupe et la France, on voit par exemple qu'il y avait un retard d'égalité. Mais ça veut dire quoi? Juste. C'est un projet de loi qui vise à réduire l'inégalité économique et sociale entre la France et la Guadeloupe. Ah bon? Attends. Il y a nos députés qui en parlent, Victorin Lurel, Chalus, la ministre de l'Outre-mer. L'égalité réelle, là, parce que nous tous tenons même loi là voter, mais nous pas qu'à machin ici. Hein. Nous pas, ça y est qu'à toucher ici, en bas là, nous pas qu'à toucher ici. Vous voyez? C'est ça qui est égalité réelle. Pour moi, hein, mais pas ça pour les autres. Égalité réelle. Ça vous parle ou pas? Pardon? Est-ce que ça vous parle quand on vous dit égalité réelle? Mais je n'ai pas entendu le sujet, je n'ai pas entendu. Je ne peux pas vous répondre. Il y a un manque d'information? Voilà. Nous les Guadeloupéens,
Nous sommes des laissés pour compte. Hein? Nous sommes des laissés pour compte parce que ce qui se passe de l'autre côté, nous n'avons pas les mêmes droits, les mêmes priorités. Nous sommes Français, nous sommes sur le même pied là. Vous pensez? Oui, nous sommes sur le même pied là. Vous ne trouvez qu'il y a une différence entre la France et la Guadeloupe? Soi-disant, nous sommes Français, nous sommes sur le même droit là. Mais si c'est pour regarder, il n'y a rien qui est en Guadeloupe pas fait avec la loi française. Guadeloupe est qu'à appliquer, les hommes responsables de la Guadeloupe qui ont chargé de la Guadeloupe, ils n'ont pas fait loi eux-mêmes. Ils n'ont pas qu'à respecter le droit à français. Est-ce que vous connaissez le projet de loi d'égalité réelle? Non. Ça vous parle pas? Non, non. Vous n'en avez pas entendu parler? J'ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Il manque de l'information? Oui. Et si je vous dis que c'est pour réduire l'inégalité économique entre la Guadeloupe et la France? C'est possible, mais bon, ce sera dur. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On nous dit, on promet, il y a des lois qui sont votées, mais très souvent, tout n'est pas appliqué. Et est-ce qu'on a les mêmes droits? On s'est toujours posé la question. On s'est toujours posé cette question. Est-ce qu'on a les mêmes droits? Nous restons unis là. On nous dit oui, les droits sont... Mais on a eu beaucoup de choses qui ont été dites et que pratiquement rien n'a été fait. Au niveau de la Guadeloupe et la France, lorsqu'on veut se déplacer, si on a un parent qui est décédé, normalement nous sommes français. Logiquement, on devait pouvoir se déplacer. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont trouvé un système par rapport au téléphone portable, entre autres. Moi, ça m'arrive de me déplacer, d'aller en Europe. Mais là, si je me déplace, la facture est assez élevée, quelquefois. Maintenant, le problème est résolu. En fait, ils ne font jamais ce que fait la France. On leur donne les lois, mais ils ne les pratiquent pas ici. Donc, ce sont les petits qui pleurent. Dans le reste de l'actualité, l'UTC-UGTG a tenu cet après-midi son assemblée générale à la maison de quartier Les Sources de Capesterre-Belle-Eau. Il était question de faire le bilan sur la reprise des négociations concernant le conflit qui oppose le maire de la commune au syndicat. Patrick Curie et Moïse Dexter étaient sur place. L'heure est au bilan après 4 mois de grève pour les adhérents de l'UTC-UGTG. Ils ont fait le point sur le contenu du protocole signé. Ils ont fait état des inquiétudes du personnel par rapport à cet accord qui va occasionner de nombreux changements. Regardez si effectivement tout bien fonctionné bien, si le protocole là effectivement non suivi qu'a fait en l'EAI, et nous avons changé le personnel là pour voir effectivement quelles difficultés qu'a été rencontrées parce que nous avons dit après pratiquement près d'1 an et demi que nous avons signé un protocole en 2015 pour que ça permette de rouvrir en 1er janvier 2016 l'harmonisation de quotas horaires. Nous rendons compte que nous n'avons pas fait grandes affaires et c'est au dernier moment effectivement qu'on a des actions de formation des faites pour permettre effectivement combler vide là ça et mettre en place une organisation parce que le premier qui met ça en 2017 il faut nous effectivement sortir vers une organisation globale pour garder qui ont les services qui organisés quand nous avons la population pour que ça permette à ce qu'on ait une meilleure qualité de ça qui est en place actuellement là. Donc nous avons essayé de faire le point concernant point par point les biens qui peuvent bouger et ça nous y a mettre en place pour l'organisation là. Un conflit vient tout juste de se terminer qu'un autre s'annonce. Les salariés de CASE, une structure qui dépend des financements de la commune, accusent un retard de cotisation de retraite. Les salariés à CASE, que l'organisation syndicale nous a présenté, du bout, depuis l'annonce qu'elle a fait le 30 juin, qu'il n'y a pas ni l'argent pour payer et qu'il y a trouvé un chômage technique. Nous faisons en sorte que nous contribuons vers la municipalité pour permettre justement que les salariés soient débloqués en somme pour permettre 75 000 € payer salaire à salariés. Ils ont demandé budget à eux le 12 avril. Alors qu'il y a tenu une grève à 4 mois, tout le monde au courant qui démarrait le 2 mai. Donc, pas tenu mon temps, ça n'a pas suffi en temps pour traiter question à finance à CASE. Et bien, c'est comme ça qu'ils ont plongé l'association là dans l'état là. C'est un huissier qui barre nous, puisqu'il vient porter des documents, au-dessus là, il dit nous que c'est 3 assignations, ok, contre CASE, pas d'avoir qu'il n'y a pas à jouer de ces GRR. Donc, ça veut dire que ni des mamans qui travaillent, ni des familles qui ont déposé Timouna à une association ou pas de sécurité, ou les salariés qui n'ont pas de sécurité à demain, puisque si vous voulez complémentaire à retraite pas à jour, ça veut dire que demain, ils ne savent roter à dégâts, ça a péni à ces vies personnelles. Une rencontre est prévue demain jeudi à 15 h entre les deux parties, afin de tout tenter pour éviter que la commune ne rentre à nouveau dans un conflit social.
Les fruits et les légumes pays sont à l'honneur en ce moment dans le cadre de la Semaine du goût. En Guyane aussi, de nombreuses manifestations sont mises en place pendant ces 7 jours de fête des saveurs, notamment à l'attention du jeune public. Regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Ça c'est bon ça aussi. C'est le beauté. Ça c'est pour beauté. Il est 11h30. Le premier plat du menu d'éveil des papilles vient d'être servi. Nolan et ses autres petits camarades vont pouvoir déguster la ballotine de croupilla aux chips et purée d'igname. Une recette concoctée avec imagination pour leur donner envie. On a dressé les plats en fonction d'un visage qui sourit pour que ça les amuse un peu, pour qu'ils rigolent en fait. Il faut avoir de l'imagination et rigoler. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. La filière hôtellerie et restauration du lycée Melchior Égaré organise pour la 3e fois ce grand rendez-vous du goût pour les tout-petits. Pour la directrice du jardin d'enfants Les Petits Géants, c'est un moyen d'élargir dès le bas âge leur horizon gustatif. J'ai envie de vous dire qu'après la partie allaitement ou la partie lait quand ils sont petits, c'est important très très tôt de commencer à éduquer les enfants au manger sain. Donc il faut très rapidement leur montrer l'exemple, leur faire manger de tout, leur faire goûter de tout, pour que demain ils puissent apprécier les plats qu'ils ont dans leur assiette. En cuisine, c'est tambour battant que le poisson est doré, présenté et servi. Un travail d'équipe réalisé par les élèves de 3 filières professionnelles. Ce sont les élèves de 2 bacs professionnels cuisine et les 2 bacs professionnels service qui servent un repas aux petits, aux tout petits. Tout ça, c'est sous l'encadrement des élèves de bac professionnel ASSP, service aux personnes, qui encadrent nos tout petits depuis le lavage des mains jusqu'au départ, jusqu'à l'accompagnement au repas. C'est un repas aux couleurs de Guyane parce que le thème de cette semaine du goût, c'était mieux manger, enfin bien vivre, mieux manger pour bien vivre, pour mieux vivre. Et donc en fait on s'est dit que mieux manger c'était aussi manger local. Donc on leur a fait déguster des saveurs locales. Tandis que les uns découvrent peut-être pour la première fois les saveurs du terroir, les autres se rôdent à la vie professionnelle. Ça m'apprend à avoir de la patience et à être motivé. Et lui aussi, il a eu besoin d'avoir de la patience. C'est l'histoire d'une volonté poussée par l'ambition, celle de Ludovic, transformateur poissonnier. Il propose aujourd'hui ses services à la Darse de Pointe-à-Pitre. Linda Kayarsi nous raconte la suite. Après plusieurs années, au port de pêche de Loricisque, en tant qu'écailleur, Ludovic a fait du chemin. Il est désormais poissonnier, vendeur, préparateur et transformateur à la Darse. Un grand merci au peuple pour leur observation et attention. Après l'école, j'ai commencé à faire quelques parties de pêche avec mon oncle au port de pêche de Loricisque. Et puis ensuite, ça a commencé avec ça. Bon, c'est simple, artisanal, un bâton, des capsules, une brosse, un seau, on bosse et on écaille. Bon, je suis payé pour ça, ok. Mais puis je me suis dit, je pourrais sans doute peut-être le vendre, l'écailler, l'assaisonner, tout en rendant service. Et en plus, il faut penser aux gens qui ont des certaines mobilités réduites et tout ça. Alors ça m'arrive de parcourir la campagne et de distribuer pour tout le monde. Pour effectuer ces livraisons, Ludovic a investi dans un véhicule utilitaire. Pourtant, ça n'a pas toujours été facile. Après quelques accidents de la vie, mais une volonté à toute épreuve, il a réussi son pari professionnel. Bon, je dirais il y a eu la rue, il y a eu des bêtises, il y a eu de la prison, il y a eu tout ça. Mais justement, en parlant de la case prison, je dirais que bien, franchement, quelqu'un qui a conscience et quelqu'un... Parce qu'un métier, c'est pas difficile. Un métier, on peut créer son propre métier. La solution est simple, c'est de trouver ce qu'on aime faire et on l'évolue. J'aimais le milieu maritime, le milieu marin et tout, décalage de poissons. Maintenant, je suis devenu entrepreneur en distribution en poissonnerie. Comme on dit, faites de votre passion votre métier. Au moins, lorsqu'on est passionné par quelque chose et qu'on le pratique, on ne s'en lasse jamais et on innove de jour en jour. Alors moi, ce que je dirais à tout le monde, c'est de trouver ce que vous aimez, de regarder dans la nature. Il y a toutes sortes de choses qui nous inspirent à nous créer un travail. Aujourd'hui, pour faire fructifier son business, Ludovic compte sur le bouche à oreille. Et ça marche plutôt bien. Ce matin, il a une commande importante de poissons à écailler et à vider pour un restaurateur. Alors comme vous constatez, on a de la dorade coryphène, grande gueule, de la carangue, cardinal, pague, bourse, poisson mélangé. Comme vous voyez, on a aussi du poisson assaisonné déjà et on a déjà du poisson nettoyé,
du poisson nettoyé et découpé. Alors, ce qui veut dire pour les personnes qui doivent rentrer cuisiner rapidement, vous allez trouver du poisson qui est déjà assaisonné, aussi du nettoyé découpé. Vous avez tout à votre choix et à votre demande. Comment dirais-je, en philosophie, je dirais que dans un royaume, il ne peut pas avoir de roi sans sujet. Alors donc, mon travail fusionnel avec la clientèle. C'est grâce à la clientèle qui fait si je suis là. Et c'est grâce à eux qui fait que si j'ai eu de l'inspiration à créer des idées vis-à-vis de l'assaisonnement pour rendre service et que le travail soit le plus fluide possible. Pour l'instant, Ludovic partage son étal à poisson. Mais il reste ambitieux. Son objectif, poursuivre son activité, cette fois-ci au port de pêche de Bémao. À vos stylos, maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'université de Saint-Claude de 8h30 à 13h. Et puis soyez prudents sur les routes, notamment de 22h à 6h au niveau de l'usine des hauteurs. Le département est en train de procéder à des opérations de délestage jusqu'au dimanche 6 novembre. Et enfin, la médiathèque Caraïbe organise un atelier musique avec Alex Petro jeudi, demain, à 18h30, un musicien portoricain connu. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 99 37 47. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 71 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.